Digital Congo, la télévision numérique. L'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État au forum organisé par l'Union européenne Global Gateway. Nous vous proposons l'extrait où le chef de l'État tend la main au président rwandais pour le retour d'une paix durable dans l'est du pays. Appréciation du franc congolais face au dollar américain, les répercussions se font déjà sentir. Hormis quelques denrées alimentaires et ciment gris, c'est le prix du carburant à la pompe qui a été revu à la baisse. Le litre d'essence est passé de 3 000 francs congolais à 2 690 francs congolais. Cependant, le prix du transport reste encore inchangé, les raisons des transporteurs dans un instant. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a répondu à la question orale du député provincial Moukianou, alors qu'une procédure de déchéance contre la vice-présidente de l'Assemblée provinciale a été déposée au bureau. Nouvelle édition du journal de Bruxelles, en Belgique, où il séjourne. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lors de son discours prononcé au forum Global Gateway Forum, tendu publiquement la main à son homologue rwandais Paul Kagame dans le but de restaurer une paix durable dans l'est de son pays en proie aux violences. Cette initiative a été lancée dans le cadre donc de la deuxième édition du Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne du jeudi 9 au vendredi 10 octobre. Le chef de l'État congolais a proposé aux dirigeants rwandais de travailler ensemble au rapprochement de leur peuple pour favoriser leur développement et leur bien-être. Suivez un extrait dans ses propos recueillis par Trésor Ngoudia. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait
suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Et à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a animé un briefing de presse ce mercredi. Il a expliqué l'évolution des processus de Doha et de l'accord de Washington. Le gouvernement de la République démocratique du Congo conditionne toute avancée sur des progrès dans la voie de la paix. Le ministre de la Communication et Médias a surtout tenu à rappeler qu'il y a une ligne rouge que la RDC ne franchira pas. John Zati et Jacques Aboy nous en parlent. Le gouvernement congolais a choisi la voie de la cohérence dans le processus de pacification de toute la République démocratique du Congo. L'évolution de l'accord de Washington et les pourparlers de Doha sont présentés ce jour par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Pour Kinshasa, il n'y aura pas d'intégration économique sans paix durable. Vous suivez aussi quotidiennement tous ces bruits de bottes qu'on entend. Et donc, dans un tel décor, on ne pouvait pas procéder à la signature de ces cadres qui doivent nous permettre de formaliser une coopération économique. Nous pensons que ces cadres doivent venir après que les conditions d'un retour à la paix, que nous souhaitons définitive et durable, pourront être réunies. Le ministre de la Communication et Médias a tenu à le rassurer. La constance comme maître mot du côté gouvernement de la RDC pousse la partie AFC M23 et même l'agresseur rwandais dans l'agitation. C'est beaucoup d'agitation simplement parce qu'on sait que c'est une aventure qui ne durera plus longtemps. Dans la forme actuelle, il ne faut pas rêver. Et donc, les messages qui veulent passer, c'est les messages de la criminalité. C'est évident que si vous êtes disposé pour la paix, vous montrez dans l'attitude. Lorsque nous, quotidiennement, nous suivons la situation sur le terrain, c'est des intimidations, c'est des assassinats. Et lorsque vous me dites, j'ai pas vu qu'ils osent se brandir en armes, ils vous montrent clairement ce qu'ils font. Quoi qu'il en coûte, pour le gouvernement de la RDC, il y a et il y aura toujours une ligne rouge à ne pas franchir. Et dans les questions des journalistes, quelle est l'attitude de Kinshasa face au bruit de bottes à l'est de la RDC pendant que les pourparlers sont en cours? L'armée est en train de faire ce qu'elle a à faire, a rassuré Patrick Mouyaya. Rendons-nous à Butembo, au Nord Kivu, où plus de 1700 ménages de déplacés de guerre de la cité frontalière de Kasindi-Lubiria, secteur de Rwenzori, territoire de Béni, ont bénéficié d'une assistance composée de kits âmes, articles ménagers essentiels, des kits de dignité dans le cadre du projet de la crise modifiée. Projet mis en œuvre par FEPSI, Mavuno, World Vision et T-Found. Les déplacés de guerre sont ceux qui sont arrivés à partir du mois de janvier en provenance des zones caractérisées par la guerre entre le M23 et les FARDC d'une part et des zones où les terroristes ADF sont actifs. La distribution a débuté ce mardi 8 octobre en présence des représentants de la société civile. Le fonctionnaire délégué du gouverneur à Kasindi-Lubiria fait savoir que le besoin reste encore énorme vu le nombre croissant des déplacés de guerre dans sa juridiction. C'est un reportage de Delphin Sindani. Le consortium FEPSI, Mavuno, World Vision et T-Found dans le cadre du projet DRAJR, Dutch Relief Alliance, en zone de santé de Mutuanga, a constaté qu'un besoin a été exprimé dans la communauté par rapport à la prise en charge des déplacés de guerre. C'est dans ce cadre qu'un projet a été initié en réponse à la vulnérabilité des déplacés de guerre, explique Madame Marie Dolorose, secrétaire exécutive de l'organisation non gouvernementale FEPSI. Heureusement que le projet qu'on a soumis a été financé. Évidemment, on ne pouvait pas prendre tous les déplacés. On s'est juste limité sur 1700 déplacés, sur les 5000 dont on parle. Chaque bénéficiaire a reçu un cash, soit un montant de $55 américains, des kits Am Wash ainsi que les kits de dignité. Quelques explications d'usage leur ont été fournies avant de leur demander de ne pas vendre et de les conserver en beau père de famille. Ils se sentent aimés et considérés à travers ce geste. Soyez bénis abondamment.
Je pourrais déjà commencer par la vente des tomates. Nous avons reçu des ustensiles, un capital. La vie des déplacés n'est pas facile. De tout ce qu'on nous a servi, je n'avais rien. Ces biens vont m'aider à mieux vivre ici à Kasindi. Le fonctionnaire délégué du gouverneur à Kasindi Louiria remercie le bienfaiteur et fait savoir que le besoin reste encore énorme. Nous avions 5789 ménages. Alors sur ces 5000, on a pris seulement 1700. C'est normal parce qu'on doit servir les gens selon les capacités. Nous disons merci, mais nous allons aussi demander à Adran de continuer à faire un plaidoyer à faveur de cette communauté devenue vulnérable ici à Kasindi. Les ménages des déplacés de guerre ont encore besoin d'autres bonnes volontés de leur venir en aide en attendant le rétablissement de la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans leur milieu d'origine. Assemblée provinciale de Kinshasa, interpellée à l'Assemblée provinciale, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a répondu à la question du député Aubin Moukanou. Il a donc renvoyé la question orale du député Aubin Moukanou aux ministres provinciaux compétents. Le gouverneur de Kinshasa accuse réception de cette initiative parlementaire. Toutefois, il estime que les préoccupations soulevées ne relèvent pas directement de sa compétence, mais plutôt de celle des ministres provinciaux concernés. Et dans sa correspondance adressée à la présidente AI de l'Assemblée provinciale, il précise que la question porte sur des matières sectorielles. Elle relève des attributions de ses membres du gouvernement provincial. Par souci de cohérence institutionnelle et d'efficacité, Daniel Bumba recommande que les prochaines questions orales soient directement adressées aux ministres provinciaux compétents. L'idée est de favoriser des échanges techniques et précis. Le gouverneur a néanmoins réaffirmé sa pleine disponibilité à collaborer harmonieusement avec l'Assemblée provinciale. Et puis, notez toujours que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est d'ailleurs secouée par une nouvelle turbulence politique, 15 députés provinciaux ont officiellement transmis une proposition de résolution visant la déchéance de la vice-présidente, l'honorable Chinyama Pemba Germaine. Et dans leur correspondance adressée au président de l'APK, les signataires invoquent les articles 31, 36, 37, 38, 39 et 46 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale pour justifier cette démarche. Ils réclament la convocation d'une plénière dans le délai réglementaire afin d'examiner et éventuellement adopter cette proposition. Les motifs de cette demande de déchéance n'ont pas encore été rendus publics, mais cette initiative révèle déjà un malaise au sein du bureau actuel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous l'aviez certainement appris, le prix du carburant est revu à la baisse sur l'initiative du gouvernement central. Logiquement, le prix du transport en commun doit l'être davantage, alors que les Kinois exigent la baisse automatique du prix du transport. Les chauffeurs interrogés ce jeudi 9 octobre à Kinshasa, eux, attendent une réunion stratégique avec les autorités provinciales de la commission tarifaire afin de pallier ce problème. C'est un reportage de Jean-Émile Senga et Josué Mazoua. La nouvelle de la baisse du prix de carburant par le gouvernement congolais a réjoui plus d'un. Logiquement donc, comme cela s'est fait, lorsqu'il y a baisse du prix de carburant, le prix des transports en commun doit également être revu à la baisse. Mais d'après les conducteurs, cela ne se fera pas automatiquement. Les coordonnateurs des associations des chauffeurs de Kinshasa ont indiqué qu'une réunion stratégique avec les autorités provinciales pourrait aboutir à une baisse du prix des transports. Moi, je crois que bientôt là, on va parler avec les autorités provinciales. On va voir comment calculer la CI et on va faire quelque chose pour ajuster les prix des transports. L'État n'aime pas ça, c'est l'État qui est au-dessus de tout. Que l'hôtel de ville réunisse les associations de chauffeurs et commissions tarifaires afin de fixer une nouvelle grille tarifaire qui permettra aux Kinoises et Kinois de se déplacer paisiblement. Mais on le sait, à Kinshasa en particulier, la grille tarifaire imposée par l'hôtel de ville n'est jamais respectée. La dernière en date du 7 février 2025. Philippe Massassi, chauffeur de taxi de son état, suggère une nouvelle tarification.
Bon, tarification et bimaki, ezalaki vraiment fixé mensuellement. La tarification du 7 février 2025 n'était qu'une proposition de l'État. Malheureusement, nos chefs et nous-mêmes n'étions pas d'accord. Donc, bimise la biso tarification et transport. La population à Kinshasa, satisfaite de l'appréciation du franc congolais et de la baisse du prix de carburant, attend inévitablement voir le prix des transports être revu également à la baisse. Ce carburant est guichi et aussi un peu transport qui tape et qu'on facilite biso, on va y bapena au bana au tambo la bien. Oh et là qu'on pénaliser bateau, là on se dit bateau mingi et ça va transport. Ce qui nous rend la vie difficile à Kinshasa, c'est les transports. Le prix des transports dépend des chauffeurs à l'autre. Pendant ces temps, les associations des chauffeurs de Kinshasa attendent impatiemment un appel des autorités provinciales. Et puis, il faut noter que les tableaux d'affichage s'actualisent déjà dans les stations-service. Le prix du carburant a été revu à la baisse, que ce soit pour l'essence ou le gazoil, comme l'avait annoncé le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. La baisse de 10% sur le prix initial se confirme donc, nous dit Patrick Ngouo, qui a visité quelques stations-service cet avant-midi. Donc une réalité dans plusieurs stations-service que nous avons visitées. La plupart des tableaux affichent effectivement 2690 francs congolais le litre pour l'essence contre 2990 francs congolais auparavant. Alors le litre du gasoil a aussi baissé exactement comme l'avait annoncé il y a 48 heures le vice-premier ministre de l'économie nationale qui l'a confirmé hier soir à travers une note de structure de prix de carburant terrestre. Sur le terrain, les conducteurs d'engins roulants accueillent favorablement cette nouvelle, même si pour eux, une baisse de seulement 300 francs est insuffisante. À l'époque, on achète du carburant à 1500 francs, puis à 1700 francs, jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé à 3000 francs congolais. Quand ils enlèvent, ils ne nous ont pas ramenés ou ils nous ont trouvés. Bien sûr, nous sommes satisfaits, mais nous demandons que le prix du carburant baisse jusqu'à 2000 francs ou 2500 francs. Nous serons à l'aise. Par rapport aux courses, on va baisser les coûts. Par rapport à la course, c'est au Memaka. Certaines courses sont taxées par rapport au carburant. Il y a des clients qui nous supplient avec insistance. On refuse d'obtempérer malgré nous. Mais s'ils le prennent mal, c'est à cause du carburant. Si on baissait le prix, on va commencer à les aider. Alors, il y a lieu de dire que cette tendance baissière du prix du carburant est intervenue un peu plus d'une semaine seulement après l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Ce que la population dit attendre maintenant, ce sont les effets d'entraînement dans tous les secteurs qui dépendent du carburant, notamment le transport. Encore une grande action du service national, cette fois-ci en faveur des écoles de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. 2100 bancs pupitres ont été remis ce jeudi 9 octobre par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik à 2 mythiques écoles du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. 1700 à l'Athénée de Katouba et 400 au camp Vangu au profit des enfants militaires. Bénédicte Ndebe et Déborah Mouzou pour le reportage. Perché au cœur de Katouba, l'Athénée de Lubumbashi était un monument. Construit à l'époque coloniale, ces complexes scolaires, immenses et légendaires, a vu défiler de générations de Congolais devenus figures de proue du pays. Mais aujourd'hui, le mythe semble brisé. Les salles sont vidées de mobilier, le tableau crattelé et les élèves, souvent brillants, sont contraints d'apprendre assis à même le sol ou sous de briques. Une scène triste, presque violente, qui illustre le lent abandon de cette école publique. Et pourtant, ce jeudi, une lueur d'espoir a traversé Katouba. Sous l'instruction directe du chef de l'État, le service national a livré 1700 bancs à ces géants endormis. Des bancs fabriqués dans les ateliers de Kabulameshi par les bannis d'hier de la société, aujourd'hui bâtisseurs. Nos enfants étudiaient à même les sols ou sur un morceau de briques ou de bois. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour est en train de se lever.
La tenue revit. La honte que nous avons l'histoire ne s'efface pas, mais elle s'écrit à nouveau. Car ici, on a compris qu'on ne bâtit pas une nation sans école, pas d'école non plus sans mobilier. De manière significative, les conditions d'apprentissage de nos élèves et des conditions de travail de nos enseignants. Et comme pour rappeler que l'éducation ne s'arrête pas qu'aux grandes villes, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a ensuite pris la direction du camp militaire Vangou pour y remettre 400 bancs au complexe scolaire de la 29e région militaire. Là aussi, un geste fort, discret, mais chargé de sens, la République réaffirme son rôle protecteur jusque dans ses écoles militaires. Prenons l'occasion de dire merci et fidélité au commandant suprême des armées qui fait de l'éducation pour tous les enfants congolais une priorité de son mandat. Derrière ces actes, une vision s'affirme, celle d'un État stratège qui place l'éducation au cœur du redressement national. Car ici, à Katouba comme à Vangou, une vérité s'impose. Le développement n'est pas un luxe, mais c'est un droit, et ces droits commencent toujours sur le banc de l'école. Direction le Congo central, où le prophète de la province éducationnelle Congo central 1, Marie-Salomé Boroto, continue sa ronde dans les écoles et la tenue des réunions avec les chefs d'établissement. Elle encourage les élèves filles de faire des filières techniques et scientifiques et pour les chefs d'établissement de privilégier la qualification des enseignants. Jean-Claude Kidoumou nous en parle. Elle vient de parcourir 60% de sous-divisions de sa province éducationnelle, le Congo central 1. Le directeur provincial du Congo central 1, Madame Marie-Salomé Boroto, a fait des activités simultanément, à savoir l'itinérance des écoles et la tenue des réunions avec les chefs d'établissement de sa juridiction scolaire. Elle a visité quelques écoles de sous-division Matadi 2 et Lukula 1 et 2. Le message a été clair pour les élèves de prendre les études au sérieux parce que ce sont eux qui seront les élites de demain pour la République. Et elle a beaucoup plus sensibilisé des filles de choisir les filières techniques. Je me suis rendu compte que les filles ne prennent pas au sérieux les études. Aujourd'hui, nous avons Madame le Premier ministre, ce n'est pas une dame. Elle prenait les études au sérieux. La Mineta, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. C'est une femme. Nous sommes en train de sensibiliser beaucoup de filles pour qu'ils entrent dans des filières scientifiques ou techniques. Dans la sous-division de Lukula, elle a réuni tous les chefs d'établissement scolaire. Les prophètes de Marie-Salomé Boroto les a signifié des activités qu'un chef d'établissement doit réaliser pour la bonne marche de son école. Un accent particulier a été mis sur la qualification des enseignants qui est un élément clé pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les enseignants qui sont qualifiés et qui peuvent aider les autres qui ne sont pas qualifiés. Et en cas de difficulté, pour une option où il n'y a pas de qualifiés, vous devez recourir à l'inspection pour qu'ils viennent assister aux réunions des REP. Et quand vous distribuez les cours aux professeurs, il faut faire attention. Il faut tenir compte de leur qualification. Les LD que vous prenez ne connaissent pas la méthodologie. Marie-Salomé Boroto avait mis en garde le chef d'établissement et les enseignants qui ont pris part à une marche des revendications de leur salaire et la dérogation d'une banque payeuse. Cette marche n'avait plus son sens d'être parce que le processus de la paye a été déjà déclenché. Et puis ce jeudi, le collectif Pona Congo a organisé la projection du film Munganga, celui qui soigne, au Centre culturel Wallonie-Bruxelles. Ce documentaire met en lumière l'engagement remarquable du professeur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, dans la prise en charge des milliers de femmes victimes des viols et des violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Yvonne Amouri et Josué Mazoa ont assisté à cette projection.
Ce jeudi, le collectif Pona Congo a organisé la projection du film Munganga, en français, Celui qui soigne. À travers des images poignantes et de témoignages bouleversants, le film rappelle l'importance de lutter contre le crime de guerre et le crime contre l'humanité qui sévissent depuis plus de 30 ans dans la région. Il s'agit d'un véritable plaidoyer pour la justice, appelant à ce que ces atrocités ne restent pas impunies. Selon la productrice de ces films, Munganga véhicule un message puissant qui sensibilise le monde à la souffrance du peuple congolais et de mettre un terme à la guerre d'agression et d'occupation imposée par le Rwanda. Ce film rappelle que la paix et la justice sont indispensables pour permettre à la RDC de se reconstruire et de panser ses blessures. Nous, avec Marie-Hélène, on a tout fait pour que ce film existe, pour qu'il soit diffusé le plus possible en RDC, aussi à l'international, pour sensibiliser et pour que nous tous, on puisse se mobiliser, on puisse prendre conscience de ce qui se passe et que si tous, à un même moment, on dit stop, moi je sais que plus le film sera vu et puis plus ça permettra à ceux qui ont des solutions de les porter dans les plus hautes institutions. Une initiative saluée par l'ensemble de participants qui ont été profondément touchés par ce documentaire engagé et plein d'émotions. Alors ici, ce qui est intéressant par rapport à ce film-ci, c'est qu'il a un impact médiatique plus fort. Ça va permettre d'éveiller davantage les consciences. Alors on a participé à des forums, des colloques, des conférences, des manifestations aussi, pour sensibiliser par rapport à toutes les violences qui sont faites aux femmes. On a employé la culture, donc c'est-à-dire le cinéma, pour pouvoir propager cette terrible réalité que le Congo vit depuis plus de 30 ans. Et je pense qu'avec l'outil de la culture, l'outil du cinéma, on va pouvoir impacter encore et encore dans le monde entier. Ces documentaires mettent en lumière l'engagement remarquable du professeur, le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, dans la prise en charge de milliers de femmes victimes de viols et des violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, plus d'1 million de Malgaches étaient dans la rue d'Antananarivo et un peu partout dans le pays ce jeudi pour réclamer l'amélioration du social. Des manifestations qui ont débuté le 25 septembre dernier à l'appel du mouvement Gen Z qui a appelé à une grève généralisée. Ce jeudi, ces mouvements se sont mués en contestation plus large contre le président André Rajoelina. Fifi Kuchipon nous en parle. Après 2 semaines de manifestations à Madagascar pour exiger l'amélioration du social, ce jeudi, plus d'1 million de Malgaches étaient dans les rues d'Antananarivo, la capitale, à l'appel du mouvement Gen Z, instigateur de ces manifestations depuis le 25 septembre dernier. Le Gen Z qui a appelé à une grève généralisée ce jeudi. Ces manifestations, nées du ras-le-bol suite aux coupures incessantes d'eau et d'électricité, conditions d'éducation et des soins de santé, pour ne citer que ça, se sont muées en contestation plus large, notamment dirigé contre le président André Rajoelina. Ces populations se disent contre le pouvoir en place. Certains estiment que leur président est égoïste et ne réalise jamais ses promesses. Près du lac d'Anosi, les manifestants ont été dispersés par un recours immédiat et important au gaz lacrymogène, aux tirs de balles de caoutchouc ainsi qu'aux charges d'engins blindés. Notez que pour tenter de calmer la tension, le président André Rajoelina a recouru à la nomination des militaires au sein du gouvernement, ce que dénoncent plus de 200 organisations de la société civile malgache qui ont fait part ce jeudi de leurs inquiétudes quant à une dérive militaire dans la gouvernance du pays plutôt qu'une recherche d'apaisement et d'arrêt des répressions. Pour rappel, près de 22 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées depuis les débuts de ces mouvements. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue de presse. Ravi de vous retrouver. On démarre avec ce titre du journal Le Standard Info. Je cite: la SNEL met en service le premier circuit de la ligne haute tension 120 kV reliant la centrale de Nseke au répartiteur ouest à Kolwezi. La Société nationale d'électricité SNEL, que dirige l'ingénieur Teddy Luamba, réaffirme sa volonté d'investir durablement dans la province stratégique du Lualaba, rapporte le journal. Dans cet ordre d'idées, cette société entreprise publique a mis en service le mardi 6 octobre le premier circuit de la ligne haute tension 120 kV reliant la centrale de Nseke au répartiteur ouest à Kolwezi. Ce projet structurant vise à sécuriser l'acheminement de l'énergie, réduire les pertes techniques et améliorer l'accès à l'électricité pour les populations locales, condition essentielle à l'essor des activités économiques. La réhabilitation de cette ligne a impliqué plusieurs interventions techniques. Il s'agit, explique toujours le Standard Info, notamment du remplacement des équipements obsolètes, du renforcement de la capacité des transits, de l'amélioration du profil des tensions et de la diminution des interruptions. Résultat attendu, un réseau plus stable, moins de coupures coûteuses pour les entreprises et une meilleure qualité de service pour les ménages. On reste du côté du Standard Info qui, sur un autre registre, rebondit sur les conséquences de l'appréciation du franc congolais sur le marché congolais. Alors, dans un contexte économique souvent marqué par l'incertitude et les promesses non tenues, écrit le quotidien, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, incarne une rare exception. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'économie nationale, ce technocrate rigoureux et stratège avisé a su imprimer une dynamique nouvelle fondée sur des réformes concrètes et des résultats mesurables à travers une série d'actions audacieuses, nous dit toujours le Standard Info, allant de la régulation des marchés à la stabilisation des prix de produits de base. Il redonne sens à la gouvernance économique en République démocratique du Congo. Ces dossiers bien sûr les mesures phares qui font de son mandat un modèle de leadership pragmatique et une source d'inspiration pour l'ensemble de l'appareil gouvernemental. En effet, l'on était loin de penser qu'à son retour au gouvernement le 15 juin 2024, le professeur Daniel Mukoko Samba réussirait à mettre en place une politique économique portant ses fruits. Mais peu à peu, le vice-premier ministre chargé de l'économie au sein du gouvernement de Félix Tshisekedi et de Judith Suminwa commence à imposer sa marque. Pour sa part, la cohésion, titre, je cite, Daniel Mukoko Samba met en garde les télécoms. Le taux de change officiel doit être respecté. Le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a lancé un message clair et ferme à l'endroit des entreprises de télécommunications opérant en République démocratique du Congo. Le non-respect du taux de change officiel ne sera plus toléré, rapporte le bi-hebdomadaire. Cette mise en garde intervient dans un contexte économique marqué par de nombreuses plaintes de consommateurs sur les écarts entre les tarifs appliqués et le taux légal en vigueur. Depuis plusieurs semaines, nous dit la cohésion, des abonnés dénoncent des pratiques tarifaires jugées abusives de la part de certains opérateurs de télécom qui utilisent de taux de change supérieurs à ceux fixés par la Banque centrale du Congo BCC. Cette situation alourdit le coût des services internet, forfait, appel ou transactions électroniques et fragilise davantage le pouvoir d'achat des ménages. Le gouvernement ne peut pas rester indifférent face à ces dérives qui nuisent directement aux consommateurs, a déclaré le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Le lauréat nous ramène dans le domaine sécuritaire et titre, je cite, processus de Doha, le nouveau round des discussions renvoyé la semaine prochaine pour finaliser les mesures de confiance, le cessez-le-feu, afin de progresser vers un accord de paix global. Annoncé pour cette semaine à l'issue de la 3e réunion du comité mixte de surveillance de l'accord de paix de Washington, le nouveau round des discussions entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23 est renvoyé pour la semaine prochaine à Doha sous la médiation de l'État du Qatar. Si les raisons de ce nouveau report ne sont pas divulguées, écrit le portail, des sources proches des pourparlers font savoir que ce nouveau round des discussions aura pour objectif de finaliser le mécanisme de cessez-le-feu et faire avancer les discussions pour la signature d'un accord de paix entre les deux parties. Des réunions de travail entre les délégations des gouvernements de la RDC et du M23 débuteront au Qatar la semaine prochaine. L'objectif est de finaliser
finaliser le mécanisme de cessez-le-feu et de progresser vers un accord de paix global en s'appuyant sur les progrès réalisés lors des cycles précédents et suite à la signature de la déclaration de principe en juillet. Et ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de votre attention. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous.